Et voilà pour ce documentaire. Alors, quel est l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk, le père de tous les Turcs? Faut-il opposer kémalisme et islamisme? Et peut-on craindre une dérive autoritaire de Recep Tayyip Erdogan? Et quel rôle finalement joue la Turquie face à l'Europe et aux Proches et au Moyen-Orient? Ce sont des questions que je vais poser à mes invités. Laure Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes l'ancienne correspondante à Istanbul du Figaro et du Nouvel Observateur. Vous êtes documentariste par ailleurs. Vous êtes co-auteur avec Guillaume Perrier et Thomas Azuelos d'une bande dessinée qui s'appelle Le Fantôme arménien, qui est lui-même sorti donc d'un documentaire que vous aviez fait et d'un ouvrage. Et cette bande dessinée est aux éditions Futuropolis. C'est sorti en 2015. Bienvenue à vous. En face de vous, Emre Demir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et rédacteur en chef de Zaman France, donc un journal turc. Et Zaman, pour information, donc, ce sont vos confrères en Turquie qui sont en ce moment sous le coup d'une tutelle judiciaire, c'est bien ça, après avoir été... Le journal a été saisi en début mars par le gouvernement turc. Voilà, donc vous nous en parlerez. Merci à vous d'être parmi nous. Enfin, Étienne Copeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique et ancien pensionnaire de l'Institut français d'Istanbul. Vous êtes l'auteur d'un blog qui s'appelle susam-sokak.fr qui est entièrement consacré à la Turquie. Et vous avez signé Espace et temps de la nation turque au CNRS Édition. C'est bien ça. Voilà. Écoutez, bienvenue à vous. Alors, quand on dit de Mustafa Kemal Atatürk que c'est le père des peuples, puisque c'est son nom, enfin c'est ce que ça veut dire, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce culte et ce mythe, peut-être, Emre Demir, pour commencer? Donc, Atatürk, à mon avis, pour commencer, déjà, c'est le héros national qui a fait la guerre d'indépendance. Donc, il y a plusieurs visages d'Atatürk. Et chaque fois, depuis la fondation de la République, chaque fois, avec chaque changement de régime, avec chaque changement de gouvernement, Atatürk a changé de visage. Surtout après le coup d'État. Par exemple, Atatürk était d'abord le leader national qui a fait la révolution. Après les années 60, il est devenu une figure de gauche, par exemple, parce que les militaires à cette époque avaient une plus de gauche. Après le coup d'État, même après sa mort, son visage et son histoire finalement s'est façonné. On a systématiquement renouvelé l'image d'Atatürk pour faire survivre le système, le régime kémaliste qui était sous les tutelles, sous le contrôle des militaires et une élite bureaucratique autour des militaires, des généraux tout-puissants à cette époque. Et donc ce qu'on assiste aujourd'hui, au début aussi pour l'AKP, on fait très attention. Par exemple, Erdogan, il dit toujours systématiquement, quand il parle d'Atatürk, il dit Mustafa Kemal. Donc Mustafa Kemal, il symbolise le fondateur, c'est lui qui a fait la guerre d'indépendance. Atatürk, c'est cet homme qui a fait la révolution laïciste, etc. Donc ça veut dire que Erdogan, selon vous, ne reprend pas en fait cet héritage de la laïcité, de tout ça. Exactement, il veut faire oublier. Mais c'était le début. Aujourd'hui, il y a une volonté en fait de remplacer cette figure. Par exemple, on voit surtout dans le symbolisme dans les écoles. On change par exemple les noms des grands stades parce que le nom d'Atatürk est partout en Turquie. Vous allez remarquer quand vous êtes à Istanbul, vous allez voir les noms d'écoles, les noms de stadiums. Le nom d'Atatürk, c'est partout. On commence à changer le nom et puis on change par exemple les dates des jours nationaux, la fondation de la République, etc. On essaie de diminuer le rôle de l'importance de ces jours. Donc il y a une volonté de remplacer tous les symbolismes du kémalisme, d'Atatürk, par autre chose. Vous êtes d'accord, Étienne Copeau? Est-ce que l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk est un petit peu en train de se diluer? Oui, j'ai fait un travail très ingrat il y a une vingtaine d'années. J'ai analysé tous les manuels scolaires d'histoire de l'époque républicaine, donc de 1931 aux années 90. Et donc j'ai pu voir au cours de ces décennies l'évolution du culte d'Atatürk. C'est très intéressant parce qu'il n'y avait pas de culte d'Atatürk dans les années 50, 60, 70. Et le culte d'Atatürk dans les manuels scolaires, c'est-à-dire le portrait, les discours d'Atatürk dans les manuels même de maths. Et on le voit dans le documentaire avec ses statues, effectivement, qu'on voit partout. Ça, c'est apparu
À partir de 1980, lors du coup d'État militaire, où les militaires, à la fois, c'est très, très intéressant, ont favorisé l'enseignement religieux et ce qu'on appelle la synthèse turco-islamique, ce qu'ils ont appelé la culture nationale, c'est-à-dire une synthèse entre la culture islamique et la culture turque des steppes. Donc à la fois ça, et à la fois le culte d'Atatürk, qui n'existait pas dans les... Et pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé au-delà de à ce moment-là, il y a eu le coup d'État. Le coup d'État, c'était surtout un coup d'État il y avait une guérilla kurde qui commençait déjà dans les années 70 et surtout une grande agitation des partis extrémistes d'extrême gauche et extrême droite. Le coup d'État s'était surtout tourné contre la gauche et les islamistes ont été mis en avant à cette époque, soi-disant comme rempart contre le communisme. Donc les militaires ont obtenu ce qui... Enfin, ils ont créé finalement l'islamisme en Turquie, ils ont contribué à le créer. Mais pour revenir à cette évolution des manuels scolaires et de l'enseignement, on voit à partir des années 70 la croissance d'un courant très profond, qui vient même du début du XXe siècle, qui s'appelle la synthèse turco-islamique, selon laquelle le nationalisme turc est considéré, la nation turque est considérée comme obligatoirement musulmane. La nation turque est musulmane, et pour être turc, il faut être musulman. Ce qui n'est donc pas la définition typiquement de la laïcité à la française, hein, parce qu'on a tendance à rattacher les deux laïcités, ça n'a rien à voir. L'un des intervenants dans le documentaire dit Ethem Eldem, il n'y a pas de laïcité en Turquie. Et c'est vrai, parce que comment peut-on prétendre qu'il y a laïcité en Turquie, proclamer la laïcité après avoir éliminé par tous les moyens les populations non musulmanes? Donc à partir du moment où il n'y a plus d'Arméniens, les orthodoxes grecs ont été éliminés entre 55 et 64. Donc c'est impossible de parler de laïcité. Là aussi, Ahmet Insel le dit très bien, c'est un islam contrôlé par l'État, l'islam sunnite contrôlé par l'État. Laure Marchand, diriez-vous que l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, est kémaliste ou pas? Il y a une continuité entre les deux. C'est vrai que spontanément, on peut opposer la figure d'Atatürk à celle d'Erdogan, mais en fait, il y a vraiment une continuité. Il est clair que Recep Tayyip Erdogan remet en cause d'une certaine façon la laïcité, mais comme vient de le dire Étienne Copeau, la laïcité telle qu'on l'entend en France n'est pas celle qui est en place en Turquie. L'islam sunnite est une religion d'État, l'islam sunnite est contrôlé par l'État, les imams sont des fonctionnaires, ils sont payés par l'État. Sont des fonctionnaires, et aux origines de la fondation de la République en 1923, qui donc a été fondée par Kemal Atatürk, certes il y a la laïcité, mais l'islam est une composante de cette nation. Ça, on a tendance à l'oublier. Et il y a vraiment une continuité. Cette synthèse turco-islamiste dont parle Étienne Copeau, qui a été mise en place, qui a été pensée par les militaires, qui sont les garants du kémalisme, et bien finalement, Erdogan, aujourd'hui, en est l'aboutissement le plus complet. Mais ce qui veut dire que, selon vous, Erdogan est-il un descendant, entre guillemets, est-ce qu'il renie en fait cet héritage de Mustafa Kemal Atatürk, ou est-ce que c'est une posture, ou fondamentalement, on peut les mettre un petit peu sur le même plan? Oui, il ne renie pas. Il y a certaines choses qu'il ne reprend pas à son compte, comme effectivement cette laïcité très particulière à la Turquie. Mais en revanche, le nationalisme turc, qui est un des fondements à la création de l'État turc, il le reprend entièrement à son compte. Et dans ses références idéologiques, Recep Tayyip Erdogan fait référence, comme Mustafa Kemal, à des idéologues du nationalisme du début du XXe siècle. Donc il y a une certaine continuité. Et c'est vrai que souvent, nous, journalistes, nous comparons Recep Tayyip Erdogan à un sultan, parce qu'effectivement, il s'inscrit dans une continuité par rapport à l'Empire ottoman, mais il s'inscrit aussi dans la continuité de Mustafa Kemal, bien sûr. Alors, justement, sur cette question, je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on réécoute un extrait du documentaire dans lequel on accuse un petit peu Recep Tayyip Erdogan de vouloir réislamiser la Turquie. Depuis plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, le président Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, sont souvent accusés par les milieux laïcs de vouloir islamiser la Turquie en catimini. Mais une majeure partie de la société elle-même reste profondément conservatrice.
Emre Demir, dans le documentaire, on a une jeune femme, une jeune libraire qui nous dit qu'elle est convaincue que Recep Tayyip Erdogan veut imposer la charia en Turquie. Est-ce que vous y croyez à une prédiction de la sorte ? Je pense que charia, le concept de charia, même si ça existe depuis le début de l'islam, c'est une invention qui appartient au XXe siècle. C'est une invention de l'islamisme politique en Turquie. Et il faut savoir aussi que l'islamisme politique en Turquie, c'est une réponse, c'est une antithèse, à la fois, on peut le dire, au projet kémaliste. Le projet kémaliste était essentiellement, comme vous avez évoqué, comme M. Coppa a évoqué, c'était un projet à la fois de turcisation de la nation. Donc c'est un projet de créer une nation turcisée et sunnicisée, islamisée. Donc il y avait une vraie, voilà, il y avait une volonté de créer une religion civique à la fois. Et c'était un projet assez exclusiviste en fait. Une grande partie de la majorité de la population anatolique, conservatrice, pratiquant, était exclue vraiment pendant de longues décennies de ce projet. Oui, parce qu'on a tendance en fait à voir la Turquie au prisme d'Istanbul en fait qui est très européenne dans sa manière de vivre. Hein, donc on oublie un petit peu cette société plus conservatrice. L'islamisme politique, c'est à la fois un projet d'une classe moyen, anatolien, mais aussi c'est un projet politique qui prédisait en fait le changement de régime. D'abord, il faut avoir le pouvoir politique et après le transformer la société. Donc c'est ce qu'ils font actuellement. Erdogan essaie de transformer la société de manière très profonde. Le premier point qui attaque, par exemple, les questions très très importantes, c'est l'école. C'est comme ça qu'on fait la transmission de génération par génération, l'idole, le culte d'Atatürk, le projet kémaliste. Et donc il y a une transformation profonde de l'école en Turquie. Le gouvernement actuel favorise systématiquement les écoles confessionnelles, ce qu'on appelle les imamatypes, etc. Et donc, il y a une volonté de transformer les sociétés. Alors, Étienne Coppa, vous êtes d'accord ? Oui, et puis je voudrais ajouter un élément aussi, c'est que dans cette continuité du kémalisme, et pourquoi Erdogan utilise ou reprendrait à son compte le kémalisme ou la figure d'Atatürk, moi je vois le kémalisme et le culte d'Atatürk comme un instrument de coercition, comme un instrument de contrôle. C'est-à-dire qu'avec ce culte qui a été instillé par l'école et par toute la société, l'armée aussi énormément, le kémalisme a instauré un lien affectif très fort entre la population et la figure d'Atatürk, un lien affectif très fort aussi avec l'histoire. Et avec les héros de l'histoire. Dans les manuels scolaires, Atatürk est d'ailleurs présenté comme une sorte de prophète qui est annoncé par d'autres héros du Moyen-Âge. Et la coercition, elle s'exerce par un contrôle social, aussi par la délation dans les lycées, dans les écoles, dans tous les milieux professionnels. Celui qui ne respecte pas Atatürk, d'ailleurs, c'est pénalisé par la loi. Et cet instrument de contrôle est très efficace, justement parce qu'il joue sur l'affect. Le jour anniversaire de la mort d'Atatürk, dans les grandes assemblées, les gens pleurent et moi-même, on ressent des sanglots tellement la mise en scène est efficace. Oui, il y a quelque chose en fait de cathartique un peu là-dedans. Donc je crois qu'Erdogan, aucun pouvoir en Turquie, quel qu'il soit, ne peut se privé d'un si bel instrument de contrôle. Alors justement, la transition est toute trouvée. On voit une reprise de contrôle, tout du moins, du pays. Alors est-ce que ce contrôle avait été véritablement lâché ? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais notamment sur les médias, comment expliquer, peut-être leur marchand, une telle reprise en main ? Et donc vos confrères de Zaman, on a encore vu le week-end dernier une journaliste néerlandaise qui a été arrêtée quelques heures. La Turquie pointe toujours à la 149e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. Il s'agit là d'une reprise en main d'Erdogan Alors, elle est même à la 151e place. Ça a changé. C'est par rapport à l'année dernière, la Turquie a encore perdu 2 places. Donc, elle doit se situer, si mes souvenirs sont bons, entre le Tadjikistan et la République du Congo. Donc, effectivement, ces derniers mois, la répression contre les médias s'est accélérée. Il y a évidemment le cas de Zaman, qui a été placé sous tutelle judiciaire. De nombreux journalistes sont également en prison. Il y a le cas qui a été
assez médiatisée en France de Can Dündar, qui est le rédacteur en chef de Cumhuriyet, qui risque la prison à vie. Prison à vie, ouais. Qui est accusé d'espionnage pour avoir révélé des photos de camions transportant des armes pour des groupes islamistes vers la Syrie et qui étaient protégés par les services de renseignement turcs, par le MIT. Donc effectivement, il y a une mise au pas complète de la presse. Il n'y a quasiment plus aucun journal aujourd'hui indépendant qui ne sont pas à la botte du pouvoir. Il y a eu des purges, mais vraiment dans tous les médias, beaucoup de journalistes se sont retrouvés. Il y a, pardon, je vous coupe, hein, mais on est même susceptible d'être arrêté si on critique Erdogan, en fait. Oui, alors justement, ça permet de, ce que vous dites, ça permet de faire de mettre en parallèle la sacralisation de la figure de Kemal d'Atatürk et celle d'Erdogan. Aujourd'hui, on recense à peu près 2000 procès ouverts pour insultes envers le président de la République. Donc effectivement, la figure d'Atatürk est totalement sacralisée. Et aujourd'hui, on voit qu'il se passe un petit peu la même chose avec Erdogan. Tayyip Erdogan. Alors Emre Demir, comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est un exemple très très concret. En fait, il y a des outils légaux, comme par exemple l'insulte au président qui était très très symbolique avant l'élection d'Erdogan au poste de président. Et depuis qu'il est le président, trois personnes par jour sont jugées par les tribunaux pour l'insulte au président. Et c'est un instrument politique. Mais il y a aussi d'autres instruments beaucoup plus sophistiqués pour contrôler à la fois la presse traditionnelle, comme Zaman, ou Zaman n'est pas le seul exemple. Ouais. 17 chaînes de télé ont été retirées de satellite en 5 mois en Turquie. Donc, et aussi par rapport à le toile, donc il y a vraiment un contrôle sur la. Vous diriez qu'il y a une dérive autocratique de Recep Tayyip Erdogan ? Oui, on peut en parler et puis on assiste vraiment à un changement de régime, on assiste vraiment à une transition parce que la Turquie était plus ou moins un régime démocratique parlementaire et ce qu'il veut faire actuellement, c'est de passer à un système dit présidentiel. Ce sera un système beaucoup plus autocratique, à mon avis. Donc, il veut organiser un référendum constitutionnel pour obtenir la majorité absolue. Donc, c'est pour ça que ces derniers mois, le contrôle sur la presse s'est vraiment accéléré. Mais aujourd'hui, le métier de journalisme, ça n'existe plus. Je ne crois plus, en fait. C'est plus possible. Quand je parle avec mes collègues, ils ont effrayé. Ils veulent tous partir ou ils veulent changer de métier. Il y a quelques rares journalistes qui résistent encore, mais je pense que c'est dans quelques mois, je ne dirais pas dans quelques années. Dans quelques mois, il n'y aura plus de presse libre. Enfin, il y en a peut-être déjà plus. Alors, il y a quand même une autre thématique aussi qui se joue, c'est le rapport face à l'Europe. Et on voit que l'Europe, en fait, est un petit peu prise au piège de la Turquie depuis quelques mois, sachant que, eh bien, on a demandé à la Turquie, moyennant 6 milliards d'euros, une politique de visa plus ouverte et la réouverture, en fait, du processus d'adhésion à l'Union européenne, de garantir les frontières extérieures dans la crise des réfugiés. Étienne Kopo, diriez-vous que là, c'est aussi une manière de faire valoir le nationalisme turc que de se représenter comme très fort face à l'Union européenne et d'imposer ses vues? Certains en Europe parlent de chantage. Oui, je dirais que de toute façon, malgré les changements de régime, ce que vous évoquez, c'est vraiment une rupture par rapport au passé récent. Mais il y a des points d'unité dans tout le siècle de la République turque, c'est ça, c'est le nationalisme, un nationalisme exaspéré. Je dois préciser que le nationalisme n'est pas une opinion en Turquie. C'est un des 6 principes d'Atatürk. Il est obligatoire d'être nationaliste. C'est une vertu, c'est une qualité. Donc le nationalisme a toujours été encouragé partout, par l'école, par l'armée, par les partis, etc. Et le second point d'unité de la période, c'est la lutte contre les Kurdes. Et là, au moment de ces tractations avec l'Europe, la répression contre les Kurdes qui date de 1925 et qui a été continue depuis, donc c'est vraiment une unité de la période. À cette époque des tractations avec l'Europe, pendant l'hiver dernier, depuis l'automne, on était à un des points les plus graves de la répression contre les Kurdes avec les sièges. Effectivement, l'Europe se tait sur cette question. L'Europe se tait complètement. Donc ça a été un élément de marchandage. Vous fermez les yeux sur les Kurdes et nous reprenons vos émigrés. Enfin, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose de ce genre. Parce qu'en Europe, on s'est complètement tu, ou presque, sur ce qui s'est passé dans le sud-est de la Turquie. Et comme on se tait aussi sur la liberté
liberté de la presse. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces questions. Merci à vous. Tout de suite, votre second documentaire, Il était une fois dans l'Ouest, le roman noir des Hauts-de-Seine, une plongée dans les affaires politico-financières du département le plus riche de France. À tout à l'heure.